24 départements rouges, 22,2 millions d'habitants au niveau maximal de vigilance. Une troisième canicule en 2 mois, au moins 2000 décès en excès lors de l'épisode de juin. Et un gouvernement accusé d'avoir réagi trop tard. Le nouveau plan Orsec doit donc être expliqué, mais aussi éprouvé. Est-il opérationnel et suffisamment dimensionné ? On en parle avec notre invitée Marie-Pierre Védrenne. Bonjour, vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Le gouvernement présente ce plan Orsec chaleurs extrêmes comme un dispositif inédit. Qu'est-ce qui change aujourd'hui pour une personne vulnérable par rapport aux canicules précédentes, très concrètement? Nous avons effectivement tiré le leçon des canicules précédentes et nous voulons, à travers ce plan Orsec, anticiper. Ce plan Orsec, c'est quoi ? C'est l'objectif, effectivement, de sauver des vies, comme vous l'avez présenté dans vos différents reportages. Orsec, ça veut dire quoi ? C'est l'organisation de la réponse de la sécurité civile. On le voit, on a un système hospitalier qui peut être sous pression, mais qui tient justement. Et l'objectif, c'est d'intervenir en amont avec justement tous les acteurs de la sécurité civile. Ce plan, il s'adresse à destination des préfets. Ça vise à coordonner justement et à déployer sur de nombreux sujets notre doctrine, en quelque sorte, d'un point de vue opérationnel. C'est donc plein de fiches, en quelque sorte, sur différentes thématiques. Mais la logique prioritaire qui anime ce plan Orsec, c'est effectivement d'identifier les personnes en situation de vulnérabilité afin de les protéger pour justement éviter cette pression opérationnelle aussi derrière. Donc ça passe notamment, vous avez votre reportage précédemment sur identifier aussi des salles qui peuvent être justement plus climatisés, qui peuvent être de meilleur confort que des logements. Mais ça passe véritablement par l'identification des personnes en situation de vulnérabilité. Et vous avez raison de rappeler que ce plan, il est inédit parce que nous faisons face aussi à une vague de chaleur qui s'étend dans sa durée, qui est intense, qui dure. Donc l'identification pour prévenir, pour anticiper et sauver des vies. Alors on va entrer un peu après dans le détail, mais vous le disiez, on le sait, canicule en juin 2025, là, mai, juin, juillet, il n'y avait pas moyen de déclencher ce plan sec chaleurs extrêmes un peu plus avant, parce que le mot chaleur extrême, ça fait des années qu'on le vit, et encore plus intensément et plus précocement sur les 2 années consécutives. Donc il n'y avait pas moyen de le lancer plus tôt, parce qu'on vous reproche, je prends un exemple, le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées dit « Tant mieux, bravo pour l'intention, mais c'est peut-être tardif et qu'on n'a pas assez prévenu ce genre de canicule. » En amont, il y a eu un travail, et d'ailleurs je tiens d'abord et avant tout à saluer tous les opérateurs de sécurité civile, aussi les associations agréées, les élus locaux. Là, l'objectif... Associations qui disent qu'elles n'ont pas forcément les bras pour mettre ce plan Orsec en œuvre. L'objectif est justement de mieux identifier pour pouvoir justement répondre à ces situations de vulnérabilité. C'est quoi la logique justement derrière ? C'est une logique d'aller vers, et d'aller vers qui va être renforcée et de sortir d'eux. C'est-à-dire que quand on a les vu personnes... qu'il y avait beaucoup de morts à domicile. Exactement, ça répond à ces objectifs-là. En fait, malheureusement, chaque période de canicule a aussi eu des effets différents, a eu des conséquences différentes. Donc là, on a tiré les leçons du passé et on s'adapte aussi à cette nouvelle réalité. Vous avez raison de souligner qu'on voit malheureusement, et spécifiquement, notamment aussi en Île-de-France, de très nombreuses personnes qui vivent seules, qui ne sont pas souvent identifiées. Donc là, ça vise justement cette coordination et ce volet très opérationnel pour éviter justement tous ces drames. Ajouter des noms à une liste, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Qui va les appeler, ces personnes, leur rendre visite, vérifier qu'elles vont bien, annoncer un plan Orsec, ok, mais quels moyens humains, quels moyens financiers, matériels derrière, sachant qu'on sait qu'on est dans un pays en dette et qui cherche à faire des économies. On est effectivement dans un pays qui a la nécessité de travailler à la réduction de sa dette, mais on est, avec ce plan Orsec, dans un pays qui vise justement à protéger et à sauver des vies. Je crois que là-dessus, on est aussi très, très clair. Comment les choses se passent ? Moi, j'étais par exemple avec mon collègue hier, Mathieu Lefebvre, avec des maires, et on parlait du déploiement du plan Orsec, et ils évoquaient que, par exemple, ils ont pris, dans cette logique-là aussi, une décision en conseil municipal pour créer une réserve citoyenne. On a en fait des listings, notamment dans les mairies, de personnes qui sont en situation, par exemple, de solitude ou de vulnérabilité. Donc, c'est une réserve de citoyens qui va pouvoir appeler. Et nous, ensuite, après, donner et transmettre les informations, notamment à tous les opérateurs de sécurité civile, dans cette logique d'aller vers. Le plan Orsec, c'est ça, c'est l'évolution, c'est le aller vers renforcé et la nécessité, s'il faut, de sortir les personnes de leur domicile pour les mettre dans des lieux plus... Mais je reviens à ma question, qui fait le chèque pour ça ? Je reprends l'exemple des 30 000 climatiseurs d'appoint promis. On a 2 chiffres aujourd'hui, 6 000 installés, 7 500 livrés. Il y en a combien en service ? Parce qu'entre 6 000, 7 500 et 30 000, il y a un gap.
la ministre de la Santé a effectivement mène ce travail très consciencieusement, justement, aussi avec tous les services hospitaliers, d'identifier où ils doivent être mis prioritairement. Donc oui, il y a tout le travail d'approvisionnement qui est fait, les travails aussi avec tous les opérateurs, identifier aussi où sont tous ces climatiseurs pour pouvoir les dispatcher. Donc c'est un travail vraiment très minutieux qui est fait avec tous les acteurs. On le voit bien. La logique, c'est aussi qu'il n'y ait aucun maillon de la chaîne qui manque pour pouvoir justement répondre à cette pression opérationnelle. C'est ça qu'on fait. C'est toute cette logique qui nous permet justement de déployer après sur le terrain de manière très opérationnelle et très concrète cette réponse, à la fois la diffusion des climatiseurs, à la fois l'identification des salles justement qui puissent être utilisées comme des lieux de rafraîchissement. Parce que c'est vrai que dans le passé, en tout cas, il n'y a pas toute la classification de toutes ces salles qui ont été faites, parce qu'aussi, là aussi, on a déployé des dispositifs avec le fond vert, avec beaucoup de choses. Mais ces salles, ces lieux, ils ont évolué. Donc il faut pouvoir compiler toutes ces informations pour ensuite pouvoir déployer. Un chiffre qui occupe toujours l'esprit des politiques, c'est les 15 000 morts en surmortalité de la canicule de 2003, avec, vous vous en souvenez sûrement, ce cimetière des indigents d'une centaine de personnes que personne n'a voulu reconnaître, et on a donc dû les enterrer là-bas. Ce problème de la mort à domicile, est-ce qu'on n'a pas oublié que la solidarité, c'était aussi un axe gouvernemental, un axe politique, et qu'il a été oublié, qu'aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit lundi en se défendant de l'inaction climatique, il a rappelé que le pouvoir ne pouvait pas tout et que cette solidarité-là appelait à la responsabilité individuelle. Pour autant, la solidarité, c'est aussi des moyens à donner aux associations, et certaines associations se plaignent en disant on nous a enlevé, alors pas ce gouvernement-là en particulier, mais au fil du temps, on nous a enlevé des moyens. Est-ce qu'on ne le paye pas aujourd'hui en voyant ces personnes seules, vulnérables, isolées, mourir de chaud? On meurt de chaud encore aujourd'hui en France. Je pense que le Premier ministre a tout à fait raison de rappeler la nécessité de solidarité, d'intérêt aussi finalement que nous devons avoir à bien évidemment à nos familles, à nos voisins. Un coup de fil, justement, ça peut sauver réellement une vie. Et là, je ne crois pas que ça soit non plus que des moyens financiers. C'est justement c'est un projet politique, passer un coup de fil à son voisin. Mais je pense que oui, s'intéresser aux uns et aux autres, c'est une vision politique. C'est une nécessité que nous devons avoir. Moi, je le vois sur de nombreux sujets sur lesquels je travaille en lien avec ces aspects-là. Vous avez évoqué tout à l'heure les sujets des noyades, le sujet des incendies. On voit aussi des comportements, ce que je qualifie, moi, d'excessifs à risque, qui conduisent à la mise en danger d'autrui et sa propre vie aussi. Donc ça, c'est évidemment essentiel aussi pour pouvoir justement éviter tous ces décès. C'est sur l'exemple des noyades. Quand on a... moi, je comprends qu'on ait envie de se rafraîchir, mais quand on va dans des lieux qui sont non autorisés et surveillés, c'est pour des bonnes raisons que ces lieux sont non autorisés, justement. C'est parce que, justement, il y a peut-être pas assez de fonds. Il y a des dangers qui ne sont pas visibles. On voit qu'effectivement, avoir le sentiment de savoir nager dans une piscine et être en eau naturelle, c'est totalement différent. Donc, il y a aussi justement une responsabilité individuelle. L'État ne se défausse pas, clairement pas, sur tous les enjeux, d'où le déploiement du plan Orsec. Mais oui, je pense qu'il y a aussi une responsabilité individuelle, voilà, un petit coup de fil, ou regarder, si je veux me rafraîchir, dans les 5 km, généralement, il y a un lieu qui permet d'aller se baigner en étant surveillé, en ayant tous les acteurs de la société civile. Et c'est comme ça aussi qu'on met moins une pression opérationnelle, notamment sur les systèmes de santé. Madame la ministre, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on a, sans botter en touche, sincèrement, des chiffres pour ces moyens qui vont être donnés, qui sont peut-être déjà donnés, sur quel argent les Français qui doivent répondre à ce plan Orsec, organiser les choses dans les campings, dans les hôpitaux, dans les résidences pour personnes âgées, sur quels moyens peuvent-ils compter aujourd'hui par rapport à il y a 3 semaines? Mais là, j'insiste sur le fait qu'il n'est pas que des moyens financiers. Mais on a bien compris, mais c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on peut payer des gens, ce n'est pas que du bénévolat, la France. La France, ce n'est pas que du bénévolat, mais regardez tous les acteurs des associations agréées de sécurité civile. Regardez l'engagement à l'heure actuelle, notamment de nos sapeurs-pompiers et de nos sapeurs-pompiers volontaires qui, jusqu'au péril de leur vie, s'engagent, mais aussi professionnels. Je vais prendre l'exemple notamment des sapeurs-pompiers
pompiers, qui effectivement doivent avoir la reconnaissance de la nation. Mais sur cet exemple-là, c'est tout le travail qu'on a fait sur le Beauvau de la sécurité civile. Et il y aura ensuite un projet de loi qui va nous permettre justement de mieux reconnaître leur engagement. Donc on reconnaît l'engagement notamment citoyen de l'ensemble de nos citoyens. Mais spécifiquement sur toutes ces salles qui sont déployées, sur tous ces aspects, je le redis, l'objectif c'est vraiment de mettre en place les bonnes réponses opérationnelles. Il y a parfois des logiques où effectivement, quand on a des personnes qui sont chez elles, il vaut mieux qu'elles soient plus chez elles et qu'elles aillent dans ces salles. C'est ça qu'on fait un travail très opérationnel et très concret, parce que là, on a une urgence à laquelle nous devons répondre. Et évidemment, après, de toute façon, il y a une nécessité de se préparer de manière globale à tous ces enjeux. Regardez la question des feux de forêt. Passer à une vraie politique d'adaptation et plus seulement à et de résilience de la d'urgence. société. Les feux de forêt, initialement, ne concernaient que le pourtour méditerranéen, en quelque sorte. On le voit depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Alors, ministère de l'Intérieur, c'est sécurité. On approche du 14 juillet, feu d'artifice. Oui. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Est-ce qu'il faut annuler d'ores et déjà, et pas seulement dans les endroits en vigilance rouge, les festivités et les feux d'artifice ? Alors, si je continue justement sur le plan Orsec, il a des fiches très opérationnelles, notamment sur les grands événements. Qu'est-ce qu'on fait et spécifiquement dans ces départements en canicule et en vigilance rouge ? Il y a de nombreux préfets, je vais prendre l'exemple des Pyrénées-Orientales, qui sont confrontés aux feux de forêt. Le préfet a pris un arrêté pour dire justement, attention, il y a une nécessité de vigilance et prudence, et donc de très nombreux feux d'artifice sont effectivement supprimés, annulés. Souvent, des maires font cette analyse terrain, en quelque sorte, d'eux-mêmes. Mais oui, il faut être extrêmement vigilant, parce que là encore, l'objectif, c'est pas d'interdire des feux d'artifice pour le plaisir d'interdire des feux d'artifice, c'est de sauver des vies. C'est ça qui nous anime. Et je pense que de trop nombreux maires prennent la bonne décision quand ils annulent d'eux-mêmes certains événements. Merci beaucoup, Merci à vous. Marie-Pierre Védrenne.